Le 28 avril 2025, les 3 chefs de la diplomatie des États du Sahel étaient à côté de Mohamed VI, le roi du Maroc. L'Algérie soupçonne le Maroc de comploter au Sahel contre elle et contre ses intérêts. Est-ce que c'est du fantasme ou c'est une vérité? Si le Maroc estime qu'il va jouer le Sahel pour convaincre ces pays du Sahel, d'abord les 3 pays du Sahel, de reconnaître la marocanité du Sahara, c'est déjà une carte gagnée. Pourquoi voulez-vous que le Maroc se prive d'utiliser le Sahel ou l'Afrique de l'Ouest comme terrain de jeu politique et économique pour faire avancer son agenda et ses intérêts? Avec tout ce qui vient de se passer sur le plan africain, le Kenya récemment, les choses ne se font pas par une baguette magique. L'investissement diplomatique marocain prend du temps, se fait en toute discrétion et finit par aboutir à des résultats. Quand on voit maintenant que les militaires maliens et du Niger se forment en plus au Maroc, qu'il y ait des aides militaires, qu'il y ait des accords de coopération, que les entreprises marocaines sont de plus en plus présentes, est-ce que c'est pas légitimement, ça nourrit une crainte de la part de l'Algérie, ça pose des interrogations, pourquoi le Maroc est en train de s'activer à ce point-là? Moi, l'Algérie, je n'arrête pas, je ne m'interdis de la penser comme un adversaire éternel et structurel. L'Algérie pourrait redevenir une grande puissance africaine avec le Maroc si elle laisse tomber le Polisario. Le 28 avril 2025, les 3 chefs de la diplomatie des États du Sahel, dont 2 sont des voisins directs de l'Algérie, le Mali et le Niger, et le Burkina Faso, qui n'est pas un voisin, mais qui compose avec ces 2 pays l'Alliance des États du Sahel, donc cette région du Sahel dont passe Saïd Chengueleha, les 3 chefs de diplomatie de ces 3 pays étaient à côté de Mohamed VI, le roi du Maroc. Oui. L'Algérie, entre les lignes, on peut le lire, il ne l'a pas affirmé directement Saïd Chengueleha, moi mes sources me le disent, me l'affirment, l'Algérie soupçonne le Maroc de comploter au Sahel contre elle et contre ses intérêts. Est-ce que c'est du fantasme ou c'est une vérité? Alors, d'abord, j'ai écouté longuement le discours de Saïd Chengueleha à l'occasion de ce séminaire. J'ai écouté aussi le discours de Ahmed Attaf. Il y a un changement de temps. Alors, ce changement de temps, est-ce qu'il est dû au rejet dont est le régime algérien de la part de ces pays du Sahel? Oui, moi je le crois. J'espère que les mots utilisés par Chengueleha quand il dit respect des frontières nationales, respect de l'intégrité nationale, ils ne visent pas uniquement les pays du Sahel, parce qu'il faut qu'il pense aussi au Maroc, parce que s'il veut appliquer cette vision sur le Maroc, il doit arrêter immédiatement le financement des milices du Polisario. Parce que les milices du Polisario... C'est pas le même problème, parce que l'Algérie considère que le Sahara n'est pas marocain. Oui, mais elle n'a jamais considéré que le nord du Mali, par exemple, doit être indépendant. Non, oui. Mais l'Algérie, encore une fois, elle s'allie sur la position de l'ONU. Voilà. Elle dit que c'est l'ONU qui a affirmé que ce territoire est un processus de décolonisation. C'est pour ça qu'on soutient un peuple qui veut s'émanciper. L'ONU, en l'occurrence, ne dit pas que le nord du Mali fait l'objet d'un processus de décolonisation. Oui, mais voilà. Juste pour être très précis. Oui, sauf que le Polisario, il ne vient pas de nulle part. Il est là par la volonté politique et militaire du régime algérien. C'est lui qui le nourrit, c'est lui qui l'abrite, c'est lui qui le finance. Donc c'est un instrument. Le Polisario est un instrument militaire contre l'intégrité territoriale du Maroc. Alors pour revenir à la rivalité, c'est ça le sujet de ta question là, est-ce qu'il y a une rivalité maroco-algérienne sur le Sahel? Moi, il ne m'étonne pas. Il ne m'étonne pas à partir du moment où chaque pays tente d'utiliser toutes les cartes pour faire avancer son agenda. Le Maroc, si le Maroc estime qu'il va jouer le Sahel pour convaincre ces pays du Sahel, d'abord les 3 pays du Sahel, de reconnaître la marocanité du Sahara, c'est déjà une carte gagnée au sein de l'Union africaine, qui est très importante. Et si il peut faire en sorte que ces pays-là montent ou construisent des projets économiques gagnants avec lui, pourquoi pas? Pourquoi voulez-vous que le Maroc se prive d'utiliser le Sahel ou l'Afrique de l'Ouest comme terrain de jeu politique et économique pour faire avancer son agenda et ses intérêts? Mais la question, pourquoi il l'utilisait maintenant? Pourquoi au moment où il y a des tensions énormes entre l'Algérie et certains États du Sahel, le Maroc propose un projet de désenclavement de la route de Menan et qui est relié au Sahara occidental? Sauf que est-ce que le Maroc n'essaye pas de profiter des crises entre les États du Sahel et l'Algérie pour mieux se positionner? Sachant que le Maroc n'a jamais été, jusqu'à une période récente, un acteur de choix dans cette région. D'accord. D'accord ou pas? Je suis d'accord. Alors, d'abord, le Maroc, ce n'est pas le Maroc qui a
aider ces nouvelles équipes militaires à prendre le pouvoir, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Ce sont des putschistes, des jeunes putschistes qui ont rejeté le modèle français, qui ont des sympathies avec les Russes, qui ont été aidés un peu par Wagner. Le Maroc n'y est pour rien dans leur arrivée au pouvoir. Que le Maroc traite avec eux alors qu'ils sont là, c'est du réalisme politique et diplomatique. Le Maroc a toujours été connu par une forme d'équilibre et de modération. Il n'est pas ni dans le négatif extrême, ni dans le positif béat. Donc il y a une réalité politique, il traite avec. Alors que ces pays-là, certains de ces pays-là ne reconnaissent pas la marocanité du Sahara occidental. Ça va venir. Le Mali, mais pour le moment, le Mali a toujours eu une position plus pro-Polisario que le cas du Burkina Faso aussi. Alors justement, ce qui est un peu étonnant, non? Oui, justement. Cette ligne de miel, elle est étonnante. Mais justement, l'investissement politique, symbolique, économique, stratégique que fait le Maroc sur le Sahel, c'est avec l'objectif qu'ils reconnaissent la marocanité du Sahara. Et c'est de bonne guerre. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a eu, selon tes informations, toi qui es bien sourcé, Moustapha, est-ce qu'il y a eu une promesse, est-ce qu'il y a eu un engagement de la part des actuels dirigeants des États du Sahel d'aller faire cette reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Moi, je crois que tout indique, tous les indicateurs qui nous ont été donnés depuis les rencontres des 3 ministres des Affaires étrangères avec Nasser Bourita à Marrakech, jusqu'à la réception de ces mêmes ministres des Affaires étrangères par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, toutes ces indications vont dans le sens positif d'une excellente relation. Mais tu parles d'indices, mais il n'y a pas d'infos. Pour le moment, je n'ai pas eu d'informations. Je n'ai pas eu un ministre des Affaires étrangères du Burkina, le Burkina non, le Mali et le Niger me disant Monsieur Tossa, demain nous allons reconnaître la marocanité du Sahara. Mais tout va dans ce sens-là, et moi je trouve que c'est de bonne guerre de la part du Maroc de tout faire pour convaincre les partenaires africains, les acteurs africains de le rejoindre dans sa défense de l'unité territoriale. Et l'initiative atlantique proposée par le Maroc, c'est une bonne chose, c'est un bon argument. Mais est-ce qu'il y a un projet sérieux? Oui, c'est un projet sérieux. Ça nécessite 10 milliards. Non, et la Mauritanie ne s'exprime pas là-dessus. Est-ce que la Mauritanie a donné son accord pour qu'on utilise son territoire? D'abord, il faut reconnaître, Abdo, même si on essaie de ne pas le voir, il y a une nette amélioration des relations entre le Maroc et la Mauritanie. Ouais. Les deux pays sont dans une dynamique positive. Les deux chefs d'État se sont rencontrés récemment. Il y a une imbrication de plus en plus importante au niveau économique et stratégique. Les Mauritaniens semblent entretenir aussi de très bonnes relations avec l'Algérie. Il n'y a pas de problème entre la Mauritanie et l'Algérie non plus. Dans la finalité de cette démarche marocaine auprès de la Mauritanie, il faut que la Mauritanie, à un moment ou à un autre, il faut que ses efforts soient couronnés par un prix politique, c'est celui du retrait de la Mauritanie, de la reconnaissance du Polisario. Ça va venir aussi. Ça, c'est une réalité qui est inscrite dans le temps. C'est un vœu ou c'est une information qui correspond ou une analyse qui correspond à une certaine réalité? Parce que pour le moment, la Mauritanie, elle est neutre. La Mauritanie, elle est neutre, mais elle n'a pas renoncé à la reconnaissance du Polisario pour le moment. Avec tout ce qui vient de se passer sur le plan africain, le Kenya, récemment, tout indique que la Mauritanie ne pourra plus rester dans cette position où elle entretient de bonnes relations avec le Maroc tout en reconnaissant le Polisario. C'est intenable pour la Mauritanie. À un moment ou à un autre, elle va falloir... Pour le moment, elle tient encore. Oui, elle tient encore, mais les choses ne se font pas par une baguette magique. L'investissement diplomatique marocain prend du temps, se fait en toute discrétion et finit par aboutir à des résultats. Alors, pour parler de l'investissement justement marocain au Sahel, est-ce qu'il n'est pas légitime de la part de l'Algérie de craindre cette influence marocaine et même de lui imputer une partie de la responsabilité de la dégradation de la relation entre les deux pays? Quand on voit maintenant que les militaires maliens et du Niger se forment en plus au Maroc, qu'il y ait des aides militaires, qu'il y ait des accords de coopération, que les entreprises marocaines sont de plus en plus présentes, et aujourd'hui, c'est bon, il y a des liens les dirigeants maliens et du Niger considèrent le Maroc comme l'allié, comme ami, etc. Est-ce que c'est pas légitimement, ça nourrit une crainte de la part de l'Algérie, ça pose des interrogations. Pourquoi le Maroc est en train de s'activer à ce point-là pour, quelque part, disons-le, les Algériens pensent que le Maroc essaie de retourner les îles du Sahel contre l'Algérie. Abdo, d'abord, la présence marocaine dans ces pays ne date pas d'aujourd'hui. Et les militaires, j'en étais témoin parce que j'en ai vu quelques-uns, les militaires de ces pays-là qui se formaient dans les institutions académiques militaires marocaines, ils sont nombreux. La présence religieuse marocaine dans ces régions-là, elle est démontrée.
ce qu'on appelle au Maroc, nous, Emirat al-Mouminin, a des prolongations à travers des zaouïas et des confrères religieuses dans cette région. La présence économique, bancaire, les assurances, ils sont là. Que ça soit renforcé récemment, c'est une chose, c'est une bonne chose, mais ça a toujours existé. Au détriment de l'Algérie. Pourquoi? Alors justement, est-ce que le recul de l'Algérie dans cette région a fait le bonheur du Maroc? Il faut le reconnaître. Regarde. Moi l'Algérie, je n'arrête pas, je ne m'interdis de la penser comme un adversaire éternel et structurel. Moi, d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler avant. Moi, je suis convaincu que l'Algérie va changer de point de vue et de perception. Je suis convaincu que c'est une question de temps. Et elle deviendra amie des pays du Sahel et des pays du Maghreb. Le Maroc utilise, pour revenir à cette rivalité, elle n'est pas dirigée contre l'Algérie, elle est dirigée pour défendre les intérêts marocains, pour convaincre ces pays de l'option de l'autonomie et pour étendre l'influence politique, économique, religieuse, symbolique, civilisationnelle marocaine, ce qui est tout à fait légitime de la part d'un pays qui se pense puissance, qui se pense comme un pays important. Comme c'est légitime de la part de l'Algérie de vouloir protéger son influence et ses intérêts et de ne pas se faire éjecter du Sahel par le Maroc. La rivalité, elle est légitime des deux côtés. Oui, mais il y a une solution. L'Algérie pourrait redevenir une grande puissance africaine avec le Maroc si elle laisse tomber le Polisario. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? Avant de parler de... Alors, changeons de continent, de l'Afrique, allons vers le Moyen-Orient. Il y a un pays particulièrement qui est cité comme l'un des éléments déclencheurs de la crise entre l'Algérie et le Maroc, c'est les Émirats. Les Émirats, depuis 2022, notamment en 2024 et en 2025, sont extrêmement diabolisés par les autorités algériennes, par les dirigeants algériens, en leur imputant le rôle d'être le financier, l'allié et le protecteur du Maroc. Et sur le plan économique, c'est vrai que la situation, elle est un petit peu, elle a de quoi nous interpeller. Les investissements émiratis au Maroc sont impressionnants. On parle depuis cette semaine, 13 milliards de dollars dans l'énergie, les énergies renouvelables avec Taqa Energy ce sont les Émiratis qui pratiquement sont devenus l'un des plus importants fournisseurs d'électricité au Maroc. Les Émiratis ont promis depuis 2022 d'investir dans le grand port de Dakhla, au Sahara occidental, ce que le Maroc appelle le Sahara, ce que l'Algérie appelle le Sahara occidental, pour être un peu plus objectif. Les Émiratis investissent partout, ils donnent des armes au Maroc, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un axe Rabat, Abu Dhabi, qui est contre Alger, et Alger se sent encerclé ou étouffé et légitimement menacé par cet axe-là? Alors, ce rapport conflictuel entre le régime algérien et les Émirats arabes unis est à composer sur un double niveau. Il y a un niveau interne algérien. Il ne faut pas oublier que feu Bouteflika, que feu Gaïd Salah entretenaient d'excellentes relations avec les Émirats arabes unis. Et je crois qu'une des raisons qui explique la tension actuelle avec le régime algérien, c'est qu'il y a des équipes qui ont des intérêts contradictoires, antagonistes, qu'il y a un règlement de compte interne au régime algérien et qui s'est exprimé sur cette haine à l'égard des Émirats arabes unis. Et il faut vraiment creuser ce paramètre, ce paradigme algéro-algérien sur les Émirats. Puis il y a ici autre chose, le régime algérien n'a jamais pardonné aux Émirats, d'avoir ouvert un consulat à Dakhla, ce qui est un geste extrêmement... Dans quelle année? Je crois il y a quelques années déjà, je n'ai pas les dates, mais il y a 2-3 ans ou plus, d'avoir ouvert d'être un pays partenaire, mais solidement partenaire du Maroc, les investissements gigantesques, le financement des grands chantiers, des grands projets comme le gazoduc Maroc-Nigeria. Les Émirats sont très présents. Leur investissement dans le Sahara marocain de manière structurelle, ça n'a jamais été pardonné de la part du régime algérien aux Émirats arabes unis. Mais là où les choses commencent à déraper et à faire mal, pourquoi, si vous n'êtes pas d'accord avec les choix de ce régime, pourquoi tomber si bas dans l'insulte de cette manière-là, avec ce reportage qui a été fait par la télévision algérienne et qui est indigne, qui est indigne de n'importe quel État dans sa relation avec un pays. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, et il y a des canaux classiques de diplomatie pour vous dire vous n'êtes pas obligé de tomber si bas. Mais pour revenir aux investissements émiratis, est-ce que c'est des investissements de bonne foi, avec une certaine objectif de rentabilité économique, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas une ambition hégémonique des Émirats qui veut utiliser le Maroc comme
un terrain pour déstabiliser l'Algérie avec laquelle elle a des désaccords en Libye et dans les pays du Sahel, puisque les Émirats veulent instaurer dans tous les pays de la région, en tout cas, ils soutiennent assez ouvertement, comme ils l'ont fait en Égypte, les régimes purement militaires et militaristes. Alors, pour ce qui est des investissements émiratis, tu es, cher Abdou, mieux placé que quiconque pour savoir que les Émiratis, comme les Saoudiens, comme les Qataris, comme les Turcs, ne sont pas des bénévoles, ne sont pas des bienfaiteurs de l'humanité. Ce sont des investisseurs. Ils veulent faire fructifier leur argent. Maintenant, avec les Émiratis, il faut prendre en considération aussi la proximité politique, diplomatique, presque familiale entre le Maroc et les dirigeants des Émirats arabes unis. La naissance même des Émirats arabes unis, le Maroc a joué, le feu Hassan II a joué un rôle important dans la création de l'armée, la création de la monnaie, la création de l'État. Et depuis cette période-là, il y a une connexion extrêmement intime, extrêmement importante, politique entre les deux pays. Et chaque fois que le Maroc a besoin des Émirats arabes unis, il les trouve à côté de lui, sans discuter, à investir, bien sûr avec des arrière-pensées pour faire fructifier de l'argent, mais aussi pour donner un coup de main politique au Maroc. Mais les accords d'Abraham de 2020 n'ont pas permis de constituer un axe, Tel Aviv, Abu Dhabi, Rabat, qui a une ambition hégémonique, qui veut redessiner l'ordre mondial, pour ce qui est des accords comme le craignent les autorités algériennes. Oui, pour ce qui est des accords d'Abraham, moi j'ai suivi cette affaire et j'ai été étonné du tout le brouhaha qui a été fait. D'ailleurs, toi tu en as parlé beaucoup dans tes émissions, de brouhaha qui en est fait, des déclarations d'un responsable israélien qui est venu soi-disant menacer l'Algérie depuis le Maroc, et ça fait tout un scandale. Et il faut savoir que, et là on est obligé de croire le roi du Maroc sur parole. Quand il dit « il n'y aura aucun danger, aucune menace qui vous viendrait du Maroc ». Il faut le croire sur parole. Pourquoi il serait obligé de dire ça de manière aussi directe pour le peuple algérien? Donc ceux qui veulent percevoir et entendre une autre musique, un autre son de cloche, c'est qu'ils sont obsessionnellement fixés sur le Maroc. Le roi du Maroc, le premier magistrat, la plus haute personnalité de l'État, dit au peuple algérien que malgré mes accords ou mes relations avec Israël ou avec d'autres pays, il n'y aura aucune menace pour vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme garantie? Enfin, ça reste un engagement formel. Un engagement royal. Voilà. Donc il n'y a pas plus... Peut-être que des accords bilatéraux entre les deux pays, comme moi je l'ai proposé, un pacte de non-agression, un accord de paix, serait naturellement, comme le modèle franco-allemand, serait peut-être plus souhaitable et plus pragmatique et plus intéressant. Ça pourrait être possible si Abdelmajid Tebboune avait répondu favorablement à la demande royale de le rencontrer. Tu te rappelles qu'il y avait une invitation officielle directement à la personne de Abdelmajid Tebboune. Venez, s'il y a des divergences, on va les poser carte sur table et on va travailler ensemble. Le roi du Maroc était aussi attendu à Alger pour le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. On se rappelle. Il nous a fait croire qu'il allait venir, mais il n'était pas venu. À la dernière minute, il n'était pas venu, alors que les autorités algériennes avaient affirmé qu'elles avaient préparé, qu'elles avaient donné toutes les autorisations nécessaires pour que lui et sa délégation puissent être bien accueillis. Non, Abdou, cette histoire-là, nous l'avons suivie ensemble tous les deux, heure par heure, minute par minute, et l'histoire nous montre aujourd'hui que le régime algérien de l'époque ne voulait pas que le roi du Maroc assiste au sommet. Ils ont tout fait pour des complications protocolaires et politiques. S'ils voulaient réellement le recevoir, il aurait agi. Il n'y a jamais eu des feux verts, des préparatifs, des messages. Moi, je peux te garantir, je peux t'assurer, j'ai eu des informations de l'époque que le cortège royal était prêt à partir pour Alger et que tout était préparé pour une participation royale à ce sommet. Mais le régime algérien ne voulait pas, pour X raisons. Moi, je crois qu'il y avait une petite guéguerre entre les clans. Il y a ceux qui veulent... En fait, je ne t'apprends rien. À l'intérieur de l'institution militaire algérienne, il y a ceux qui veulent la normalisation avec le Maroc, ceux qui veulent la guerre avec le Maroc, ceux qui veulent le statu quo. Donc, il y a cette guerre des clans qui fait qu'il n'y a pas une visibilité, il n'y a pas une cohérence dans la diplomatie algérienne. Et il y a des contradictions apparentes. On peut prendre une décision et le lendemain prendre le contraire.